Le boss impossible de Hollow Knight et les ravagés de Pokémon. Je voulais regarder ça. On va commencer en vrai par les ravagés de Pokémon, hein, je pense. La quête du speedrun parfait. Je sais pas, il a mis Mario. Hmm. Bon, vas-y, dans tous les cas, je sais ce que je veux. On va commencer Hollow Knight est un jeu par plutôt... Hollow Knight, ok? On va directement... Voilà. Hop. Allez, c'est parti, hein. Hollow Knight est un jeu plutôt correct. Bon, ok, c'est la première phrase de cette vidéo et c'est aussi le premier mensonge de cette vidéo parce que non, Hollow Knight n'est pas juste un jeu correct, c'est un jeu exceptionnel et dans la majorité des cas c'est une plutôt bonne nouvelle, mais pas aujourd'hui. Parce Pourquoi? que, regardez, lui, c'est Bob Fred. Et lorsque Hollow Knight sort en 2017, le jeune Bob, il n'a aucune idée qu'il s'apprête à devenir l'élément déclencheur d'une des histoires les plus incroyables du jeu vidéo. Il joue à Hollow Knight comme n'importe qui et il y découvre un petit jeu très sympa dans lequel, oh les jolis petits champis, les mignonnes petites abeilles, oh la gentille petite fourmi et oh le vilain boss sur lequel je vais lamentablement crever 300 fois. Parce que oui, c'est un peu l'idée derrière Hollow Knight en vérité. C'est un jeu poétique, d'accord, c'est un jeu qui laisse le joueur libre d'explorer le monde à sa guise, oui, la maison en des le dieux, laissant hein. même utiliser le build qu'il souhaite, ok, et ça c'est vraiment appréciable, mais la ruche, c'est surtout un jeu avec des boss qui pourraient donner des cauchemars aux cauchemars. Mais Bob Fred, il aime ça. qui pourrait donner des cauchemars aux cauchemars. Absolute Radiance. Absolute Radiance, ouais. C'est le boss le plus dur du jeu. Honnêtement les gars, si vous voulez mon avis, vu comme ça, il a vraiment pas l'air si dur, hein. Je vous l'accorde, c'est plutôt joli à regarder, mais quand il s'agit de réellement s'y frotter, c'est une toute autre histoire. Une histoire à base J'ai de jamais rayons de joué lumière à Hollow aléatoires, Knight, il faut absolument que je le fasse en vidéo avant section. C'est simple, c'est un combat dans lequel il faut constamment se déplacer, sauter et esquiver des attaques qui vont progressivement devenir de plus en plus terrifiantes. Il faut de l'endurance, il faut de la précision, il faut une maîtrise parfaite des mécaniques du jeu, c'est précisément ce qu'on attend d'un boss final. C'est épique, c'est intense, on en veut plus, Bob Fred en veut plus, tous les joueurs d'Hollow Knight en veulent plus, et malheureusement, bah, lorsque le jeu est fini, il n'y a pas plus. Ah bah ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus rien. La très attendue suite du jeu, annoncée en 2019, n'est toujours pas sortie au moment où je vous parle. On espère 2025, hein. Alors après avoir fini le jeu plusieurs fois, Bob Fred se retrouve dans une situation un peu bizarre. Parce que pour s'occuper, bah y a pas 36 solutions, soit on joue à un autre jeu, idéalement Dead Cells, jouer à Dead Cells c'est un très bon jeu, soit on s'attaque à une autre partie du jeu. Une partie le palais blanc beaucoup plus exigeante que le jeu de base, les speedruns et les challenge runs. Et puisqu'apparemment Bob Fred n'a aucune envie de jouer à quoi que ce soit d'autre qu'Hollow Knight, c'est pour cette option qu'il va opter. Son boss préféré c'est Absolute Radiance, il va tenter des challenges sur Absolute Radiance. Et il est vraiment pas mauvais, puisqu'après seulement quelques mois d'entraînement, il réalise la plus belle des runs, la No Hit. Venir à bout d'Absolute Radiance sans se faire toucher une seule fois. Sauf que, bah, Silksong n'a toujours pas l'air de pointer le bout de son nez, et Bob Fred n'a toujours aucune envie de jouer à quoi que ce soit d'autre qu'Hollow Knight. Le problème... Ah, il faut lâcher le jeu un jour. No Hit Absolute Radiance, bah... tout le reste semble un peu fade. C'est déjà techniquement la façon la plus difficile de terminer le boss le plus difficile du jeu. Et c'est ici que Bob Fred va avoir une autre idée. Une blague. Un immense troll qui va pas juste l'occuper lui, mais aspirer l'énergie de l'entièreté de la communauté Hollow Knight pendant des années. En fait, son idée, c'est de créer une version modée de son boss favori. Les gens pourraient s'envoyer les uns les autres, sauf que ce qui n'est pas clairement annoncé lorsqu'on télécharge le mode, c'est qu'il l'a précisément codé pour être imbattable. Et ce mode, il a décidé de l'appeler Eniradiance. Ok. Donc on parle d'un mode Hollow Knight. Moi je pensais on allait parler de genre le speedrun pour arriver jusqu'à Radiance, tu vois. Non, c'est à quel point le boss est fou. La musique est très bien, hein.
Combo, ça se voit, c'est le genre de gars qui va mettre énormément de temps dans ses vidéos. Dès la première phase, dès la première attaque, on comprend assez vite à quel type de bestiaux on a affaire. Déjà parce que la taille de l'arène est sévèrement réduite, mais surtout parce que les rayons laser sont multipliés par 3, les vagues d'épée apparaissent de chaque côté de l'écran et la salve d'orbe lumineuse auto-bronzante nous pourchasse à une vitesse ridiculement élevée. En fait, le boss est si rapide qu'il lance une nouvelle attaque avant même la fin de la précédente. Autrement dit, quand il n'est pas en train d'attaquer, il est quand même en train d'attaquer. Et tout ça, ce n'est que la première phase, ce n'est rien de plus qu'un avant-goût de la difficulté absurde de la suite du combat. En phase 2, c'est l'entièreté du sol de l'arène qui est recouvert de pics. Ce qui signifie une chose, c'est que le joueur n'a littéralement aucun endroit où se poser. Et le problème, s'il n'y a plus de sol, c'est que le joueur ne peut plus se soigner et que dès qu'il tombe, il doit pogo sur les pics pour ne pas mourir. En troisième phase, le boss n'a qu'une seule attaque, la pluie d'épée. Mais non seulement c'est maintenant les bords de l'arène qui sont aussi recouverts de pics, ne laissant que le centre disponible, mais c'est aussi au lieu des 4 vagues d'épée habituelles, une infinité. Mouais, la pluie d'épée dure continuellement tant que la phase 3 n'est pas battue et ces vagues d'épée sont évidemment dotées d'un taux d'apparition et d'une vitesse de trajectoire stupide, 3 vagues d'épée d'environ 10 épées par vague, ce qui correspond pour l'amour des maths à 30 épées à esquiver par seconde. On est sur ce genre de difficulté et on n'est qu'à la moitié du combat et ce que vous venez de voir c'est évidemment la moitié la plus simple. La 4ème phase débute avec une nouvelle mécanique, les plateformes. Le joueur a maintenant seulement quelques plateformes où se poser et le problème de cette phase, au-delà de la difficulté, c'est que même taper le boss devient très compliqué, puisque c'est aussi le moment où Radiance décide de se téléporter aléatoirement et de façon très agaçante dans toute la salle. La 5ème phase, que la commu Hollow Knight a décidé d'appeler The Dreaded Climb, ou l'ascension redoutable, ça correspond au moment où Radiance se rend compte qu'elle a oublié ses clés et s'envole les chercher 3 km plus haut. Il va falloir la suivre en escaladant les plateformes tout en évitant les rayons laser, sauf que ces rayons ne disposent d'aucune forme de prévisualisation. Si le joueur se trouve dans la trajectoire du rayon, il va se prendre le rayon et des rayons, elle en fait pop 3 par seconde. Si par je ne sais quel miracle, un joueur réussit malgré tout à terminer l'ascension redoutable, il sera mis face à à chaque fois que je regarde une vidéo sur Hollow Knight, j'ai envie de faire du Hollow Knight. La plus exigeante, celle où toute erreur peut être fatale. Pas uniquement parce que les orbes apparaissent continuellement pour chasser le joueur à une vitesse décuplée, mais surtout parce qu'au fur et à mesure que le boss subit des dégâts, les plateformes disparaissent. Ah putain, il faut carrément faire gaffe. Une seule petite plateforme soit disponible jusqu'à la fin du combat. Et je l'ai pas précisé plus tôt parce que ça me régale de ne vous l'annoncer que maintenant, mais pendant l'entièreté de ce combat, les dégâts et la barre de vie de Radiance sont doublés. Voilà, la conclusion est, je crois, assez évidente. C'est le boss modé le plus difficile jamais créé par la communauté Hollow Knight. Et très franchement, entre nous, cette blague de Bobfred, elle aurait du flop. Sur le papier, un boss aussi difficile que ça, c'est ridicule. Mais ça n'a pas été un flop du tout. Parce qu'en fait, Bobfred n'est pas le seul à s'ennuyer en attendant Silksong. Et bah forcément, on s'ennuie un peu tous. C'est uniquement parce que je ne vous ai pas encore présenté ces grands malades que sont les joueurs de Hollow Knight. Côté speedrun, le jeu s'est oblitéré en 32 minutes, ce qui est insensé, et oui, il y a une vidéo prévue sur le sujet, mais c'est plutôt côté challenge run que ça devient réellement prodigieux. Parce que regardez ça. Ça, c'est le panthéon d'Hollow Knight. C'est le contenu non modé le plus difficile d'Hollow Knight. C'est le challenge final du DLC final. C'est un boss rush de 45 boss et qui se clôture, bien entendu, par Absolute Radiance. Évidemment, lorsque le Panthéon est sorti, c'est rapidement devenu le terrain de jeu préféré des challenge runners. En venir à bout le plus rapidement possible, puis avec le plus de restrictions, et bien sûr la catégorie reine des challenge runners. Il faut absolument que je me fasse une putain de vidéo sur Hollow Knight. C'est la run non modée la plus difficile genre le de 112%. Et seulement 11 joueurs dans le monde y sont parvenus. L'un d'entre eux, probablement le plus talentueux, s'appelle Snow Cotton Leaf. Et ça ne vous surprendra probablement pas si je vous dis que lorsque Snow Cotton Leaf et les dizaines d'autres challenge runners et speedrunners entendent parler d'un soi-disant boss impossible, évidemment tout le monde arrête sa run en cours pour aller voir de quoi on parle. Le problème, il y en a plusieurs qui ont réussi le Panthéon. Ce qu'ils ont en phase 2 est tout sauf normal. Et ces joueurs ont beau être des légendes dans leur catégorie respective, bah
Dans les premières semaines, personne n'arrive à ne serait-ce que passer la première phase d'Eniradiance. Personne, sauf une personne. Je parle de Snow Cotton Leaf. Les gars, c'est la première phase. Sa façon d'aborder Eniradiance, sa stratégie pour en venir à bout est aussi ridicule que le boss lui-même. Il utilise la carapace de Baldur. La carapace de Baldur, c'est un charme, comme des tas d'autres charmes qu'on peut choisir ou non d'intégrer à notre build. Et dans le cas présent, généralement non. Parce que la carapace de Baldur, c'est considéré comme le pire charme du jeu. C'est une canalisation, déjà on apprécie moyennement, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle bloque 4 masques de dégâts. Ce qui, je sais pas comment le dire autrement, mais n'est juste vraiment pas fou. On va presque toujours préférer un charme qui augmente les dégâts ou la vitesse. Mais pas Snow Cotton Leaf. Lui, il décide de l'intégrer à son build pour tenter de combattre le boss le plus difficile jamais vu sur le jeu. Pourquoi? Eh bah, pour les 3 frames d'invulnérabilité que ce charme offre au début de sa canalisation. C'est un truc inutile pour l'intégralité du jeu, mais sur Eniradiance, ces 3 frames, elles peuvent faire toute la différence. Surtout lors de la 5e phase, et ces rayons qui, de toute façon, ne sont pas vraiment esquivables. Et c'est avec cette stratégie, couplée à beaucoup d'heures de jeu, qu'il va progresser difficilement à travers les phases du boss maudit, et finalement, le 16 novembre 2019, il se passe ça. Le bas. C'est pas à la fin. Bah non, il y a encore 12 minutes de vidéo les gars. Donc ok, il l'a battu, mais... Putain, son cœur, comment il devait aller vite à ce moment-là. Et voilà, il a battu. Et là, c'est le moment de la vidéo où je suis censé vous dire que Snow Cotton Leaf, grâce à ce que tout le monde considérait comme le pire charme du jeu, a prouvé que c'était possible. C'est le moment de la vidéo où je suis censé vous dire que la vie est un shonen et qu'il faut, je sais pas, croire en ses rêves, mais non. Parce qu'il y a un mais, il y a un très gros mais en fait. Vous savez quand je vous ai dit qu'il est une des 11 personnes au monde à avoir battu le Panthéon en No-Hit, bah... en No-Hit. Quelques mois plus tard, sur cette liste, il n'y a plus que 10 personnes, et dans ces 10 personnes, Snow Cotton Leaf... Oh non, putain, il cheaté. En fait, ce joueur, il est chinois, et après une grosse enquête de la communauté Hollow Knight chinoise, il s'avère que il trichait. De n'importe quelle façon d'ailleurs, sur ses runs no-hit, donc sans se faire toucher, il utilisait un glitch d'invincibilité. Ce qui est plutôt pratique, on va pas se mentir, et les conclusions de cette enquête vont aussi révéler qu'il est fortement probable qu'il ait utilisé ce glitch dans d'autres de ses runs. Et donc, peut-être sur Eniradiance. Y a aucune preuve que ce soit le cas, mais tricheur un jour, tricheur toujours, et le plus louche dans cette histoire en vérité, c'est probablement l'incapacité de toute autre personne que lui à venir à bout d'Eniradiance. Parce que pendant plus d'1 an et demi, absolument personne ne parvient à faire tomber le boss. 1 an et demi ? C'est pas faute d'essayer. Il va falloir attendre qu'un joueur qui s'appelle Hunt, qui est potentiellement un des meilleurs joueurs du monde d'Hollow Knight, décide de complètement mettre de côté le style défensif mis en place par Snow Cotton Leaf et d'opter plutôt pour la violence. Et cette nouvelle stratégie, bah elle fonctionne. C'est précisément à partir de ce moment-là que les choses vont vraiment changer. Curieusement, en imitant la stratégie bizarre de Snow Cotton Leaf, personne n'est parvenu à quoi que ce soit, mais en imitant la stratégie hyper agressive mise en place par Hunt, Eniradiance va finalement tomber, et tomber encore. D'abord tué par Chrome, puis Syzypie, puis Neo Exilirus, et c'est à peu près ici que la blague de Bob Fred se retourne contre lui. Parce que non seulement des dizaines de personnes ont finalement battu Eniradiance, mais en plus de ça, bah Silksong n'est toujours pas sorti, donc les runners commencent à prendre le boss, et à en faire des challenges. D'abord en s'affrontant sur la rapidité du kill, puis Eniradiance sans aucun sort, Eniradiance en prenant le double de dégâts, et finalement encore et toujours la run pour les gouverner toutes et dans les ténèbres les lier, la no-hit. Eniradiance sans se faire toucher une seule fois. C'est impossible. Et quand je vous dis que la blague de Bob Fred se retourne contre lui, c'est vraiment le cas. Regardez, il y a un gars qui s'appelle Crusher MJM et ce grand fou a décidé de lancer une série de vidéos dans laquelle il bat Eniradiance une fois par jour jusqu'à la sortie de Silksong. Quoi ? Et il est rendu au 358e kill.
Ok, c'est presque une humiliation pour Bobfred et son boss soi-disant impossible que des dizaines de joueurs ont finalement battu, mais l'histoire aurait été bien fade si Bobfred était du genre à facilement accepter une défaite. Il va encore l'améliorer. Hein? Une irradiance 2.0. Mais... Pourquoi il a des yeux? Wesh! Ah ouais, il y a carrément des pics. Oh. Ok, là, on Quel est bâtard. très proche de l'absurde. Eniradiance 2.0, c'est le moment où cligner des yeux signifie la mort. On n'est plus sur juste une version plus difficile du boss de base. On est sur une version de radiance bourrée, à une fête de village, et à qui on a donné pour mission de s'occuper des feux d'artifice, et spoiler, elle les lance tous en même temps. Mais quoi? Est littéralement conçu pour remplir l'écran d'attaque et les rendre, par conséquent, quasiment inesquivables. En gros, les attaques sont plus nombreuses, il y a plus d'orbes, plus d'épées, plus de projectiles et toutes les plateformes sont recouvertes de pics, ce qui signifie que le joueur ne peut se poser nulle part. Mais ça n'a aucun sens là. 90% du combat. Il va devoir enchaîner les pogos en esquivant frame perfect les attaques du boss et tout en le tapant en même temps. La phase la plus dure c'est la même qu'avant, la 5ème, l'ascension redoutable avec une mécanique de rayon de lumière toujours présente, sauf qu'en plus, maintenant, toutes les plateformes sont recouvertes de pics. Ce combat, c'est un cauchemar. Visiblement Bobfred semblait bien décidé à rendre son boss réellement impossible. Maintenant, la seule question qui se pose c'est... Ah, la fameuse musique. Et ça, y a qu'une Elle est trop bien cette façon de musique les gars. Faut essayer. Et du côté des joueurs Hollow Knight, c'est précisément ce qu'ils vont faire. Ils vont essayer. Pendant des mois. Et ils vont essayer pendant des années. Des années? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, quoi? On vient de faire un bond dans le temps de 3 ans et Eniradiance 2.0 et toujours de 3 ans. Sauf que cette fois-ci, les choses sont un peu différentes. En fait, la première version du boss, elle a rapproché tous ces joueurs. Ils ne se connaissaient pas avant Eniradiance 1.0, mais aujourd'hui, ils sont ce qu'on pourrait appeler une communauté. Une communauté de ravagés, oui, dans le bon sens du terme, qui, cette fois-ci, ne vont pas vraiment se battre les uns contre les autres pour être le premier à remporter la victoire, mais qui vont se battre ensemble. Ensemble, contre la création de Bobfred. Ils se partagent leurs techniques, par contre la musique est trop bien. Parce que peu importe qui fera tomber Eniradiance 2.0, l'essentiel c'est juste qu'elle tombe. Mais entre nous, soyons honnêtes, il y a quand même des favoris. Il y a quand même un favori, et son nom, c'est Neo Exilirus. Quand je vous disais un peu plus tôt que les joueurs Hollow Knight sont des grands malades, c'est précisément lui que j'avais en tête. Pourquoi? Parce qu'il a été la 5ème personne à battre Eniradiance 1.0. Il a pour le coup, lui, une version légitime du Panthéon en no-hit et d'autres petites douceurs. Comme par exemple, battre Absolute Radiance, no-hit 28 fois d'affilée. D'affilée. Donc si une personne peut battre Eniradiance 2.0, c'est probablement lui. Et après 3 années de frustration à se fracasser contre ce boss imbattable, après des milliers de tentatives et des dizaines d'heures à échanger avec les autres membres de cette communauté, le 13 février 2023, Neo Exilirus s'apprête à rentrer dans l'arène une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, c'est avec la puissance de l'entièreté des Challenge Runners Hollow Knight qu'il s'apprête à affronter l'ultime création de Bobfred. Mais quoi? Pour moi le vrai Radiance de base, pour moi c'était ça. Hein. Genre c'était un truc qui ressemblait à ça, mais pas aussi dur. Mais wesh il va si vite. Et il a réussi. Est-ce qu'on peut dire que Bobfred s'est une nouvelle fois fait ridiculiser? Non.
pas vraiment. Déjà parce que le boss a résisté plus de 3 ans, mais surtout parce qu'encore aujourd'hui, c'est pas 100 joueurs qui ont fini le boss, c'est seulement une petite dizaine de surhumains. Après, factuellement, oui, c'est une nouvelle défaite pour Bob Fred. À croire que pour la communauté Hollow Knight, aucun boss n'est impossible. Voilà, GG well played, les joueurs Hollow Knight sont les meilleurs, Bob Fred retourne se coucher, combo a menti, c'est une fin de rideau qui est proposée. Sauf que non. Quoi? Exactement. Parce qu'on pourrait croire qu'évidemment, quand Bob Fred crée un boss entre guillemets impossible, il a quand même envie qu'au bout d'un moment, une personne puisse le tuer. Mais non, pas du tout en fait. Ce qu'il souhaite, c'est réellement créer un boss qui vous laisse juste ce qu'il faut de marge de manœuvre pour vous faire croire que c'est possible, mais pour ne pas l'être. Et ça, vous savez ce que ça veut dire. Non, Bob Fred va quand même pas revenir avec un Radiance 3.0, ce serait ridicule. Vraiment? Bah si. Quoi? 19 avril 2023, 3 ans et demi après la sortie Sérieux des 2.0, la dernière œuvre de Bob Fred voit le jour. Et cette fois-ci, il le dit lui-même, ce sera la dernière, il n'en fera pas d'autre. Mais la même question se pose encore et toujours, le boss est-il réellement impossible? Parce que je vous parle de boss soi-disant impossibles, qui sont visiblement possibles depuis le début de cette vidéo, depuis même le titre de cette vidéo, mais c'est ici qu'il prend tout son sens. Honnêtement, je pourrais même pas avoir les capacités pour ne serait-ce que tenter de vous expliquer ce qui se passe pendant ce combat. Il y a des projectiles et des attaques qui prennent tout l'écran. Il y a des plateformes couvertes de pics en mouvement et qui apparaissent aléatoirement. Il y a un portail qui téléporte constamment le joueur dans une position aléatoire. Il y a une boule laser à tête chercheuse dont le code est probablement plus intelligent que vous. C'est moi, il prend 0 dégâts. Juste au cas où le joueur serait encore en vie au bout de quelques secondes, il y a aussi une radiance qui se transforme en toupie Beyblade sous acide. Voilà, c'est simple, avec la version 3.0, Fred a cherché à annihiler toute forme d'espoir. Parce que c'est pas uniquement le fait que les attaques soient difficiles à esquiver, même si c'est le cas. C'est pas non plus le fait que sa barre de vie soit titanesque, même si c'est tout autant le cas. Non, c'est surtout le fait que si les versions 1.0 et 2.0 ressemblaient pas mal à la Radiance originelle, celle-ci n'a plus rien à voir. Ah bah ouais, là c'est clair que là il y a vraiment plus rien à voir. Pour vous donner un ordre d'idée, si on prend toutes les challenges... Les gars, il était tellement déterminé qu'il a codé un portail pour TP le joueur dans des endroits random d'Eniradiance et Eniradiance 2.0 et qu'on les additionne, ce sera probablement toujours plus facile qu'Eniradiance 3.0. Ah ouais. Là, au moment où je vous parle, personne n'a été en mesure de passer ne serait-ce que le début de la seconde phase et il est très probable que ça n'arrive jamais. C'est si peu probable en fait que des gens sont prêts à payer pour que ça arrive. Regardez, lui, c'est The 33rd Guy, qu'on va appeler le 33e gars parce que j'ai séché les cours d'orthophoniste. Et le 33e gars, c'est pas uniquement une personne qui a été une ressource essentielle pour les recherches de cette vidéo, aux côtés de Fireborn pour Eniradiance 1.0, mais c'est surtout un gigagoth. Pourquoi? Parce qu'il a fait une chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. Il a déposé une prime sur la tête d'Eniradiance 3.0. Une prime de 1000 $, ce qui correspond à la plus grosse prime jamais vue sur le jeu. Et de mon côté, ça fait un petit moment que je cherche le moyen de faire vivre en retour la communauté qui me régale d'histoires à vous raconter, donc j'ai contacté le 33e gars pour lui proposer de mettre ma petite pierre à l'édifice et venir gonfler un peu cette prime. Alors, si vous avez envie de souffrir... vous savez ce qu'il vous reste à faire. Putain, combo. C'est le dernier chef-d'œuvre de Bob Fred, il n'y en aura pas d'autre et seul le temps nous dira qui sera assez fou pour remporter la bataille contre le véritable boss impossible d'Hollow Knight. Waouh. C'était choquant. Vraiment, c'est impensable. Comment des gens peuvent souffrir? La défaite du boss. What the fuck? C'est incroyable. 2005, 10... Attendez, du coup, il y avait aussi les ravagés Pokémon. Ok, voici ma... C'est incroyable comment un boss de Hollow Knight... Hollow Knight, pour moi, c'était dur, mais pas à ce point, tu vois. Je savais que c'était dur. Je savais que c'était très très dur, tu vois. Mais je savais pas à ce point. Enfin, en tout cas...
cas, je savais que c'était dur, mais waouh. Waouh, un boss incroyable. Ok, voici Mazar, un joueur compétitif de Pokémon Showdown, Ok. clairement pas le meilleur et pas non plus le plus mauvais, un joueur plutôt ordinaire. Alors, pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que lors de la Smogon Première Ligue 2017, Mazar fait une saison exceptionnelle. Et ce qui est étrange, c'est la façon avec laquelle il gagne. Parce que dans Pokémon, il y a deux choses qui déterminent l'issue d'une partie. Les actions pendant la partie et ce qui se passe avant, la construction de l'équipe. Et c'est précisément à ce niveau-là que Mazar est imbattable. Il semble toujours avoir une équipe qui contre parfaitement celle de l'adversaire, mais au détail près. Admettons qu'il soit mis face à une compo autour de Dracofeu et que, je dis n'importe quoi, mais que Dracofeu soit hyper faible contre un Kadabra avec 108 de vitesse et la compétence choc mental, Ouais. bah, vous pouvez être sûr que dans son équipe, Il en aura aura un Kadabra avec 108 de vitesse et la compétence choc mental. Ce qui Ok. nous laisse avec trois options possibles. Soit il a beaucoup de chance à chacune de ses parties, soit il est un dieu dans l'analyse de la méta et des habitudes de jeu de ses adversaires, soit il triche. Mais pour savoir à l'avance quelles sont les équipes de chacun de il ses triche, du coup. adversaires, il faudrait que pour chaque adversaire, une personne lui divulgue la composition. Ce qui, de 1, est très improbable, et de 2, on n'en a pas la moindre preuve. Mazar va finir par écraser cette compétition avec un total de 0 défaite. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que quelques mois plus tard, dans la plus pure des coïncidences, découvre qu'il triche. joueur accusé de tricherie qui n'a rien à voir avec cette histoire décide de se repentir, de tout avouer et de fournir toutes les preuves de ses actions aux organisateurs. Et dans ce qu'il leur fournit, il y a l'accès total à son compte Discord, un compte dans lequel se trouve une conversation avec un certain Mazar. Aïe, Alors, aïe, est-ce que aïe. Mazar trichait lui aussi? Oui. Et pas qu'un peu. La question c'est comment, et la réponse, c'est un bot. En fait, dans Pokémon Showdown, chaque partie jouée est publique par défaut et il faut cliquer sur rendre la partie privée pour, être à l'abri des regards indiscrets. Sauf que le bot de Mazar tournait 24 heures sur 24 et pouvait s'infiltrer anonymement et en une fraction de seconde dans chaque partie créée. Et puisqu'évidemment chaque joueur teste ses équipes avant les tournois, Mazar connaissait à l'avance la composition exacte de chacun de ses adversaires. Ah, quel bâtard! Il a été banni à vie de Pokémon Showdown, évidemment. Le jeu Bien lui-même a dû être modifié avec désormais la possibilité de créer des parties privées réellement privées. Mais il a très clairement fait beaucoup de dégâts à la réputation de sa propre communauté. Il a remis parce que les gars, en cause vrai, ça se fait toute pas là. l'intégrité de cette compétition et si un autre tricheur n'avait pas Le but d'une compétition, c'est d'être le plus fort. Donc forcément, si tu triches, ça montre pas que t'es le plus fort, ça montre juste que t'as été un énorme connard pour le succès. Décider de se repentir, ça aurait pu durer pendant des années. Alors, est-ce qu'on peut dire que Mazar est un ravagé de Pokémon? Oui, très probablement, mais cette vidéo n'est pas une vidéo sur l'histoire de Mazar. Alors, pourquoi je vous en parle? Je vous en parle pour vous dire qu'en comparaison avec le ravagé de Pokémon que je vais vous présenter, Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les Mazar enfants dans la est communauté un Pokémon. véritable petit ange. Hein? Et Ange? avant tout, question sponsorisée, oui, mais par un jeu que j'apprécie beaucoup. Je suis obligé de le laisser, les gars. Je suis pas abonné payant. Les créateurs de Genshin Impact. Mais à partir de quand un personnage devient si fort qu'il est à lui seul considéré comme de la triche? Non, parce que Uo, l'exorciste peureuse, terrifié par les fantômes, mais dans quand le tu rôle t'appelles Elisa Super Trappé, Dauphin. qui se trouve être le nouveau personnage 5 étoiles à faire son apparition dans Honkai, non seulement elle peut faire des dégâts, oui, avec son petit drapeau, posez pas de questions, elle peut soigner les autres membres de l'équipe, mais elle peut aussi booster leur énergie et leurs dégâts respectifs. Mon monopanel d'experts en triche est unanime. C'est pas loin d'être le cas, mais c'est pourtant elle qui débarque dans cette nouvelle mise à jour aux côtés d'Argenti qui est aussi un 5 étoiles et Anya en 4 étoiles. Des personnages que vous pourrez décider d'embarquer avec vous dans le nouveau contenu de cette mise à jour avec au programme une toute nouvelle histoire à Belobog, une nouvelle map qui permettra justement d'attraper des fantômes, un combat à bord de l'Express et les combats dans les trains c'est toujours prometteur, ainsi que la toute nouvelle zone, le jardin de Vulpeflan, qui, oui, sonne comme une matinée à planter des carottes cosmiques, mais c'est tout l'inverse en réalité puisque phénomènes surnaturels et esprits vengeurs sont au menu. Alors pour y prendre part, il vous est possible, en passant par le lien dispo en description, de télécharger gratuitement Honkai Star Rail et une fois en jeu,
Profitez-en pour utiliser le code cadeau qui s'affiche à l'écran afin d'obtenir 50 jades stellaires et en vous connectant pendant 7 jours, vous recevrez 10 passes spéciaux du Star Rail que vous pourrez utiliser pour tenter d'obtenir Uo. Voilà, et cela étant dit, de retour sur le ravagé de Pokémon. Allez, c'est parti. Salut, c'est Franck Leboeuf. Oh, votre voiture. harceleur. Dégage. Ok, Kadabra. Le ravagé de Pokémon. J'adore Pokémon, moi. Le tout premier jeu vidéo que j'ai touché, c'est Pokémon Rouge. Et du plus loin que je me souviens, Ah ouais, mon Pokémon préféré a toujours été Kadabra. Je saurais pas vraiment vous dire pourquoi, mais un combo il est stylé. ou carmé d'une cuillère, non. Il est stylé. C'était bien trop absurde pour ne pas trouver une place spéciale dans mon cœur. Le problème, c'est que du jour au lendemain, Kadabra, il a littéralement disparu. Il a fait sa dernière apparition dans l'anime, il a été complètement exclu des cartes et aussi de plusieurs jeux. La question c'est pourquoi ? Pourquoi, alors qu'Hypnomade est juste un kidnappeur d'enfants, alors que Porygon provoque des crises d'épilepsie à travers le Japon, c'est Kadabra qui a été exclu du casting. Pourtant, il est bien ce Pokémon. Kadabra. Ok, on est au début des années 2000 et c'est simple, Pokémon est partout, tout le temps. Le problème, c'est que ça dérange. Déjà, ça dérange les 3 personnes au monde qui préfèrent Digimon, d'accord. Ça dérange ma mère qui n'en peut plus de claquer des demi-salaires dans des cartes à collectionner. Oui, mais ça dérange aussi et surtout l'église. Pour certains groupes conservateurs, à chaque ouverture de booster, c'est les tambours de la fin des temps qui résonnent parce que ces adorables petites créatures seraient en réalité des entités démoniaques sous couverture, œuvrant à détourner les enfants de la foi, à les pousser vers des pratiques occultes. Et sur le banc des accusés, mais vous abusez, les gars. en première ligne, Kadabra. Et ouais, évidemment, pentagramme sur le front. Tout ça à cause de l'étoile là. De la main gauche, c'est simple. Pour certains chrétiens conservateurs, Kadabra, c'est l'hérétique. Tout ça à cause de cette étoile. Genre là, ce Pokémon là, ce Pokémon qui est vachement stylé, s'est fait bannir à cause de cette petite étoile. Originel, pratiquement le monde n'a aucun sens. Et ce n'est pas pour cette raison qu'il a été banni. Au même moment, à Tokyo, un homme fait ses meilleures courses de Noël lorsqu'il aggro une demi-douzaine d'enfants scandant ce qu'il croit être son nom. L'homme est surpris. Il n'est pas surpris d'avoir créé un attroupement puisqu'il est mondialement connu, ça c'est la routine. Non, il est surpris par la prononciation que les enfants ont de son nom. Il s'appelle Uri Geller et les enfants semblent plutôt prononcer Yungere. Et il va pas lui falloir beaucoup de temps pour comprendre que Yungere, c'est ça. Et ça ne lui plaît pas du tout. En un coup de fil, c'est une armée d'avocats qui est déployée pour demander l'exclusion pure et simple de Kadabra. Et Pokémon n'a pas d'autre choix que d'exclure Kadabra. Le Pokémon qui a survécu à une religion tout entière pour être mis à terre par un... Tout ça parce qu'il y a un gars qui croyait qu'on disait son prénom alors que c'était juste un Pokémon. C'est une vanne? Dites-moi que c'est une blague? C'est pas possible, c'est une vanne. Ça peut pas être vrai, enfin, combo. Je peux pas y croire. Tout ça parce qu'il y a un gars qui faisait ses courses qui a appelé une armée d'avocats contre Nintendo? Mais où va le monde, Un seul homme, Uri Geller. Mais bordel, c'est qui Uri Geller? On est au début des années 70 dans les ruelles de Tel Aviv lorsqu'une étrange rumeur se répand. On raconte qu'un jeune homme serait doté de pouvoirs magiques. Il prétend les avoir reçus lorsqu'une mystérieuse sphère lumineuse alien s'est posée dans son jardin alors qu'il avait 5 ans et depuis il peut, entre autres choses, téléporter des animaux, transformer le métal en or, communiquer avec les morts et les entités tétraspatiales, mais surtout, il a le pouvoir de tordre des cuillères. Tordre des cuillères avec sa pensée. Ça, c'est vraiment son move signature. Et là où cette histoire aurait dû s'arrêter ici, et où ça aurait dû rester une légende locale, le destin en a décidé autrement. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on prétend avoir des pouvoirs paranormaux, on attire inévitablement une grande attention. Le plus souvent pour se moquer, oui, mais pas dans le cas d'Yuri, parce que cette attention, il sait la gérer. Il est
terriblement charismatique, il sait comment captiver une audience et à chacune de ses apparitions, il fait le show comme personne. Et ça, c'est exactement le genre de profil dont Hollywood raffole alors lorsqu'un producteur... Donc un fou qui s'appelle Uri Geller. Donc déjà il est fou, hein. Qu'on se le dise, il est fou. Donc ce gars-là, qui a un prénom, voilà, comme tout le monde, on a tous un prénom, voilà, il s'appelle Uri Geller, soit. Il a un prénom d'animé, bref. Bref, il a un prénom d'animé. Un prénom d'un mec dans un manga, enfin soit. Il a entendu des enfants dire le nom de Kadabra en japonais. Et du coup, il a pas kiffé, il a appelé des avocats et depuis, ce Pokémon qui est vachement stylé s'est fait bannir. Waouh. Américain vient le voir et lui dit « Hey, ça te dirait de venir tordre tes petites cuillères à la télévision américaine à une heure de grande écoute ?» Évidemment, Yuri comprend que c'est la chance de sa vie. Et cette chance, il ne compte pas la laisser filer. Oula. C'est la chance de sa bière à la télévision américaine à une heure de grande écoute. Je remets parce que j'ai vu que ça bug là. Évidemment, Yuri comprend que c'est la chance de sa vie. Et cette chance, il ne compte pas la laisser filer. En l'espace de seulement quelques années, Yuri est propulsé au rang de méga star mondiale. Tous ces spectacles affichent complet. Je n'ai jamais entendu parler de ce gars. Il est invité sur tous les plateaux télé, il a son propre personnage dans un Marvel. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il est pote avec John Lennon, Salvador Dali. Écoutez, le témoin de son mariage, c'est Michael Jackson. Mais quoi? Mais les gars, je ne connais pas ce gars, qui c'est? Je n'ai jamais entendu parler de lui. Et ce qui est encore plus fou, c'est que ce n'est pas comme ça qu'Yuri a réellement fait sa fortune. C'est à des milliers de kilomètres de là, dans le désert. En fait, regardez, si on ouvre le CV de Monsieur Geller, on retrouve du psychokinésiste ok, du télépathe classique, du télékinésiste évidemment, mais il est aussi sourcier. Et un sourcier, c'est quoi? C'est un gars qui arrive dans un désert, qui fait une croix au sol et qui dit voilà, c'est ici qu'il faut creuser pour trouver du pétrole. Il prend 1 million de dollars à chaque fois qu'il fait une croix au sol et qu'il en sort du pétrole. Plutôt pas mal. Ah ouais? Bon, pour le coup, son seul vrai super pouvoir dans cette histoire, c'est d'être né suffisamment tôt pour que cette pratique fumeuse ne soit pas encore complètement débunkée par l'expérience de Munich en 88. Mais, faut le dire, on n'a jamais vu une personne transformer des ustensiles de cuisine en billets verts à une vitesse aussi folle que lui. Et qu'on soit d'accord ou pas avec ses méthodes, ça reste assez fascinant. Mais donnez-moi une cuillère, je la brise en 2 secondes. Hein. Même pour attirer l'attention d'un les gars, les cuillères à la cantine, je les ai déjà pliées 100 000 fois. Hein, enfin... observateur improbable. La CIA. Parce la que CIA la CIA n'a jamais été du genre à ignorer une anomalie aussi étrange soit-elle. Et quand un homme prétend pouvoir localiser du pétrole et plier des cuillères par la force de sa pensée, bah, on l'écoute, on l'observe, on le teste. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gentiment pris Yuri par le col, l'ont déposé dans une pièce blindée et lui ont demandé de reproduire des dessins faits par des agents qui se trouvent à des milliers de kilomètres de là. Et ce qu'ils ont découvert, c'est bien entendu que tout ça, c'est... faux. Bah, potentiellement vrai. Hein? Je sais, c'est bizarre, mais lorsque les documents officiels qui concernent Yuri ont été déclassifiés, il est écrit noir sur blanc qu'il a, je cite, démontrer des pouvoirs paranormaux d'une manière convaincante et non ambiguë. Et ça, vous savez ce que ça veut dire? Bah pour Yuri, ça veut dire jackpot. Parce que la CIA vient de le valider, lui et son gros cerveau d'alien, donc plus personne ne peut remettre en doute son potentiel paranormal. Plus personne sauf une personne. En fait, regardez, il y a 2 types de magiciens IRL. Il y a ceux qui vous font un tour et qui tentent de vous convaincre que c'est le résultat de dons surnaturels, comme Yuri, qui a tout intérêt de faire croire qu'il est un être mystique pour continuer de plumer les compagnies pétrolières. La deuxième catégorie, c'est ceux qui vous font un tour, mais qui vous précisent aussi que ce que vous voyez est une illusion, un secret bien gardé, rien d'autre que du divertissement. Le meilleur exemple de cette catégorie, c'est très certainement James Randi, le démystificateur, et j'ai probablement pas besoin de vous préciser que ces 2 catégories ne s'apprécient pas trop et que leurs 2 représentants phares ne sont pas super potes non plus. Ah. En vérité, Randy Geller, c'est sans doute la plus grande rivalité de type psy de tous les temps, sauf que
Jusqu'à présent, James Randi avait d'autres chats à fouetter, mais là, non seulement on ne parle plus que d'Uri Geller, ce qui commence à lui taper sur les nerfs, mais en plus de ça, la CIA qu'il valide, non. Ça, c'est trop. Ce qu'il veut, c'est juste mettre un terme à cette vaste fumisterie, et pour ça, il a une idée. Un piège. Un piège? Yuri, au top de sa carrière, est invité partout. Presque partout. Il y a... Les gars, on parle de magicien ou on parle de Pokémon là? Je comprends pas. Ah non, c'est le ravagé de Pokémon. Mais il joue même pas à Pokémon! Un seul plateau télé qu'il n'a jamais Il connaissait fait, même pas. le Tonight Show présenté par Johnny Carson, le late show le plus populaire des États-Unis. Bon après, Alors, je suis d'accord lorsqu'une parce qu'il invitation s'appelle tombe Uri enfin, Geller et que... bah, il n'est clairement pas possible. Je comprends pas trop. Moi, je pensais que genre on allait parler des ravagés qui jouent à Pokémon, tu vois, et qui font des trucs bizarres, étranges, voire même dangereux, etc. Non, on parle d'un magicien Il y a qui fait deux croire détails qu'il... Et on parle juste d'un magicien qui fait croire qu'il est fou et qui s'appelle du coup Uri Geller et qu'il a cancel un Pokémon. Yuri ne sait pas au moment d'accepter. Le premier, c'est Ok, que Johnny comme Carson lui-même a fait ses débuts en tant que magicien. Le second, c'est qu'il est très ami avec James Randi. Et lorsqu'Yuri pose un pied sur le plateau pour ce qui lui a été vendu comme une simple interview en détente et sans magie, le piège se referme. Devant lui, une table, garnie d'objets, des objets qu'il connaît très bien puisqu'il les a utilisés des milliers de fois par le passé pour réaliser ses tours, sauf que cette fois-ci, il est seul, sans équipe, sans son propre matériel, sans préparation, et il va devoir prouver au monde entier de quoi il est capable. Ce qui va suivre est un des moments les plus gênants de l'histoire de la Il télévision. va refuser. There are no tricks here. If I do it, it's done with real powers. Can you take this spoon in your hand? Put this one in my hand. This one. Take it and hold it like that. I'll put my hand over your finger. Tell me if you feel and press it like feel the whole. Tell me if you feel anything coming from my hand. What I'm trying to do is bend the spoon under his finger. See, Johnny, what happens here, you can see that there's nothing put on here. I'm not Yes, I understand. trying to make it longer. I'm trying to feel. If Il a flop. there's no feeling, then I can't do it. Il va flop. Il a tellement moyen de se sortir de cette situation, les gars. Il peut juste dire que le gars là qui tient la cuillère, il est pas réceptif et que du coup c'est impossible. Il pourrait dire ça, mais je suppose qu'il va pas le faire. Do things and have them happen. And many times nothing really happens. Okay, now of course this is not a big bend, Johnny. You don't feel what? Strong I tonight? don't Is that? feel strong. That's it. It can be pressed, and I'm sorry if that's it. Le flop est gargantuesque. Il n'a pas été capable de réaliser ne serait-ce qu'un seul de ses tours habituels. Fin de carrière? Pas tout à fait. En fait, Yuri a prétendu qu'il était juste dans un mauvais jour, que les ondes négatives de ce traquenard télévisuel ont bloqué sa magie, et puisque dans les années 70 le monde est fasciné par l'occulte et le mystique, bah, pour une très grande partie du public, ça passe. Quoi? Par contre, parce que oui, de base, Sérieux? je suis quand même censé vous parler de Kadabra. Ah bah voilà. Ce que ça a changé, c'est qu'il a mis James Randi en procès. Pour ça et pour un livre qui ne lui a pas plu apparemment. Et je crois qu'il a vraiment apprécié l'architecture des tribunaux parce que le reste de sa carrière va se faire entre cuillère tordue et procès à tour de bras. Un coup contre Randi, un coup contre Ikea, un coup contre un journal Ikea. quelconque et tout ça. Ça va durer jusqu'en 1999. Jusqu'à Pokémon. cette journée dans ce centre commercial et ce qui a été le point de départ du procès le plus improbable de tous les temps. Pokémon contre un être surnaturel. Pardon. Yuri reproche deux choses à Pokémon. La première, c'est de lui avoir volé son identité en utilisant son nom et son image de marque. Et Cela ne s'écrit même pas pareil. Qu'est-ce que tu racontes? Et si Abracadabra Alakazam pour nous c'est juste une incantation magique au même titre qu'un Oculus Reparo, en japonais c'est pas tout à fait la même soupe. Abra c'est Casey, une référence à Edgar Cayce. Le prophète dormant Alakazam c'est Fudin pour Houdini, l'illusionniste escapologue, et Kadabra c'est Yungere, qui entre l'imagerie autour des cuillères tordues et le fait qu'il n'y
Ah merde, c'est vraiment une ref. Et qu'une seule lettre d'écart en japonais entre son nom et celui du monsieur concerné, oui, est une référence à Putain, Yuri c'est Geller. une ref. Bon bah j'ai rien dit, il a raison de faire un procès. S'il a c'est là, s'il avait envie, il a le droit. Et il n'est pas Il a le vraiment droit. possible de le nier. Maintenant, la deuxième chose qu'Yuri reproche à Pokémon, c'est de l'avoir transformé en un être maléfique et occulte. L'étoile sur le front de Kadabra serait un pentagramme diabolique et les vagues sur son ventre, carrément une référence aux soldats SS. Mais ça, bah c'est totalement faux. Ces deux sigles, on les retrouve dans les cartes Zener, des cartes qu'on utilisait pour tester la perception extrasensorielle au début des années 30. En gros, on se servait de ça pour déterminer si Francis était un mage noir. Et ces cartes-là, elles sont clairement représentées dans l'anime. On sait que ça vient de là. Par contre, il y a de grandes chances que ce qui est réellement déplu à Monsieur Geller, en réalité, ce ne soit pas vraiment le concept de Kadabra lui-même. Ce soit quelque chose de beaucoup plus précis. Kadabra obscur. Bad Yongere en japonais, une carte qui à première vue n'a pas grand chose de particulier. La cuillère. Si ce n'est le fait que le Kadabra y est représenté en train de tordre une cuillère, non pas avec son esprit, mais avec ses mains. Précisément ce dont Yuri a été accusé pendant à peu près toute sa carrière. Alors est-ce que ça pourrait nuire à son image ? Oui mais après les gars, enfin... Après le big flop qu'il a fait, il faudrait qu'il arrête. Bah c'est ce qu'il prétend, et la justice lui a donné raison. À moitié raison, en réalité, parce qu'il voulait aussi 100 millions de dollars en dommages et intérêts dont il n'a jamais vu la couleur. Mais Pokémon a perdu contre un plieur de cuillère Bluetooth. Abra s'est retrouvé avec la capacité de speedrun la puberté via une super évolution pour directement évoluer en Alakazam, et c'est comme ça que des millions d'enfants à travers le monde, moi y compris, ont perdu leur Kadabra. C'est vrai que ça passe de Abra à... retrouvé Hein d'une façon vraiment inattendue et plus de 20 ans plus tard. J'allais dire, c'est vrai qu'on l'a perdu, mais en vrai, il y a quoi qui change avec Alakazam? Alakazam? On l'a pas non plus retrouvé parce que représenter un personnage qui tord des cuillères est tout à coup devenu légal. Non, Lol. rien de tout ça. On l'a retrouvé avec un tweet. Je n'ai jamais réalisé à quel point il était puissant et important pour moi de lever l'interdiction sur Yongele Kadabra, en particulier pour tous les enfants du monde entier. Je suis désolé pour ce que j'ai fait il y a 20 ans, mais vous pouvez apprendre des erreurs encore plus que vous pouvez apprendre du succès. Voilà ce qui nous a rendu Kadabra. Hein ? L'émotion la plus humaine qu'un être surnaturel puisse ressentir. Des regrets. Quoi? C'est fini comme ça? Et c'est tout. Genre, le mec était triste. Attends. Apprendre des erreurs encore plus que vous pouvez apprendre du succès. Genre le mec comme ça, un matin, genre à un matin, il s'est dit, oh, Alakazam, c'est vrai qu'il me manque un peu. Hein. Non, c'était Kadabra. Oh, c'est vrai que Kadabra, ouais, franchement, il me fait mal au cœur. Hein. C'est vrai que je l'ai banni il y a pas très longtemps. J'ai gagné 1 million de dollars. Ah non, c'est vrai, il les a pas eu. J'ai gagné 1 million de dollars grâce à ça. C'est vrai que Alakazam, putain, il me manque. Hein. Bon bah je vais le débannir 20 ans plus tard. C'est un bon coup de pub ça. Malheureusement mes écouteurs se sont cassés aujourd'hui à cause de mon chat vilain, donc je ne peux pas entendre ta voix. Ce serait génial si tu pouvais répondre par le chat à la place. J'ai rep. Ok. J'ai rep de point force. Bah franchement c'est dôme. Enfin c'est Enfin genre. Ça n'a aucun sens. Pourquoi genre là. Attends. Non. Dans Pokémon contre un être. Genre, pourquoi Pokémon et Yuri Geller ils font un procès 20 ans plus tôt pour que la finalité du truc ce soit qu'il ait des regrets? Et vous pouvez... Il a regardé Pokémon, il a joué à Écarlate et Violet, hein, je pense. Il a dû jouer au remake de Diamant et Étincelant.
Enfin, je vois pas d'autre solution en fait. 2005, 17. Attendez, il y a quoi d'autre? Le chaos total dans le tout premier jeu Battle Royale. Ouais, non. Speedrun le plus cruel, ça c'est Yu-Gi-Oh! Le plus grand cyberbraquage de jeux vidéo. Il n'y aura plus jamais de tricheurs comme Todd Rogers. C'est quoi ça, la quête du speedrun parfait? 45 minutes! La perfection n'existe Ah oui, non, je connais le... Ça va être sur le fait de terminer Mario, le premier truc Mario très rapidement. Et quoi un peu? On va pas regarder trop loin parce que j'ai déjà vu pas mal de trucs. Le jeu incapable de prédire l'avenir. En fait, ces deux-là, je les ai déjà vus, c'est trop dommage. Ça aussi, j'ai déjà vu, ça aussi. Ça, j'ai déjà vu, je pense aussi. Ça, j'ai vu. Ça, bah, du coup, je viens de voir. Ça, je viens de voir. Les miniatures de combos sont vachement stylées. Genre, celle-là, elle est incroyable. Celle-là, elle est incroyable. Bon, ça, je suis pas extrêmement fan. Ça non plus. Mais genre, celle-là, tu vois, j'ai l'impression que c'est vraiment dessiné. Par contre, je pense... Ah non, Pokémon, en vrai, ça rend bien. Fear of Hunger. La Céleste, je trouve... Le truc de Céleste, il manque un peu. Des trucs autour, mais la Minia fait le taf. Genre, elle est incroyable. Cookie Clicker, j'ai déjà vu aussi. C'est quoi ça? Todd Rogers. Mais j'ai déjà entendu parler de Todd Rogers. Tricher pour remporter un événement sportif, je peux comprendre l'idée. Lance Armstrong a déjà dit l'essentiel, oui, il s'est dopé. Tricher pour tout rafler sur un jeu télévisé, là aussi je comprends l'idée. Non mais je connais déjà en fait Todd Rogers. C'est genre un gars qui... 2005, C'est un gars qui trichait, mais genre c'était un truc impossible à battre. Et lui il a battu mais il trichait et on s'est rendu compte ultra longtemps plus tard. Le tournoi le plus désastreux de l'e-sport. Même celle-là, les Team Force 13-2, j'ai déjà vu. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Gaming Paradise? Ça devait être une semaine de compétition au plus haut niveau pour CSGO et Dota 2 dans un Ah, c'est un truc de Dead by Daylight. Et ça n'a été rien Ok, vas-y, on va regarder. qu'un petit enfer. Passeport confisqué, organisateur introuvable, hôtel indisponible, connexion aberrante, PC de fortune et des joueurs toujours pas payés 8 ans plus tard, c'est un désastre. C'est considéré comme l'événement e-sport le plus désastreux de tous les temps. C'est quoi ces PC, frère? C'est quoi ces PC? Ils sont nuls. Attends. C'est considéré... Déjà les gars, avoir ça et un écran aussi éclaté, c'est impossible. Dans une compétition aujourd'hui, tu n'as plus ça. Hein. T'as un écran comme le mien là en 240 FPS. T'as pas ça. C'est impossible. Et ça, c'est impossible à avoir en tournoi aujourd'hui, à part si c'est un nouveau tournoi qui est très récent et qu'ils avaient pas énormément de moyens, mais c'était juste pour le kiff. Et encore, normalement, t'as les moyens quand tu veux faire un tournoi. Et comme l'événement e-sport le plus désastreux de tous les temps. Et pourtant, je ne crois pas que ce soit le cas. Parce que le Gaming Paradise n'a jamais vraiment fait de dégâts à CSGO ou Dota 2. C'est des jeux qui semblent pratiquement fabriqués pour briller dans le monde de l'e-sport. Vous savez quel jeu n'est pas Dead by Daylight. fabriqué pour briller dans le monde de l'e-sport? Dead by Daylight. C'est un jeu qui a l'air vraiment bien, Dead by Daylight. Hein. Ils ont rajouté Springtrap il y a pas longtemps. Encore une fois, je n'y ai jamais joué. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, Oli. Et Oli, allez, on le laisse. C'est une marque de boissons énergisantes et d'ailleurs. Bravo Combo, il a dû toucher 200 000 balles. Parce que je ne vous apprends rien en vous disant que tout ce qui est soda et jus de fruits transformés, c'est pas tip top pour notre santé. Et du côté d'Oli, en plus d'être très bon en termes de goût, on parle de seulement 20 calories pour 50 centilitres, on parle de 0 sucre ajouté,
Zéro taurine, zéro arôme artificiel et un emballage beaucoup moins polluant que ce qui se fait en format canette. De mon côté, citron concombre est clairement ma saveur préférée, mais ce ne sera peut-être pas votre cas, et c'est ici qu'intervient le pack découverte pour trouver l'élu. Et si comme moi vous êtes toujours en turbo, n'hésitez pas à aller voir hein. De Noël et que vous avez un ami ou un membre de votre famille qui se bute aux boissons hyper sucrées, bah une petite carte cadeau au lit pourrait être une très bonne idée. Je crois même qu'il y a des petits goodies offerts pour les commandes de type cadeau, histoire de combler l'espace sous le sapin. D'autant qu'en utilisant le code combo, vous obtenez un solide 10%. Ah c'est bon, j'ai le droit de faire ma pub aussi hein. Pour un robuste 5 € de réduction si c'est votre première commande. Merci à Oli pour leur soutien et direction le royaume de l'entité. Allez. Direction Dead by Daylight. Allez, Dead by Daylight, let's go. La seule façon de vous décrire correctement Dead by Daylight, ce serait de vous dire que c'est un jeu de survie, horreur, en PVP asymétrique avec Nicolas Cage. Et c'est beaucoup trop compliqué pour parler d'un jeu qui ne l'est pas vraiment. Dead by Daylight, c'est 4 survivants contre un tueur sur une carte aléatoire. Les survivants doivent réparer 5 générateurs et ouvrir une porte pour s'enfuir, pendant que le tueur, lui, doit les buter avant qu'il... Ils ont rajouté Springtrap. Et je sais pas si j'achète le jeu pour essayer d'en faire un stream et du coup un best-of, je sais pas. Y arrive. Et c'est tout. Presque tout. Il y a aussi une trappe. Lorsque 3 survivants sont tués et qu'on se retrouve dans une situation de 1 contre 1, la trappe s'ouvre pour offrir une chance de survie supplémentaire au dernier survivant. Est-ce que je vous raconte ça aussi frontalement pour une raison qui va paraître évidente dans 10 minutes ? Probablement. Mais le piège avec des BD, c'est qu'on pourrait croire que c'est un jeu d'horreur. Ça en a la gueule, la couleur et l'odeur, et ça l'est pendant 3 parties. À la 4e partie, on se rend compte que ce jeu n'est rien d'autre que du joueur contre joueur à l'état pur. Un jeu au skill cap virtuellement infini dans lequel de nouvelles stratégies sont développées chaque jour. Un jeu qui, en vérité, coche à peu près toutes les cases du mot e-sport. Le problème c'est que cet aspect du jeu n'intéresse qu'1% des joueurs et que les 99% restants trouvent que jouer à des BD comme ça, c'est toxique et que le jeu n'est pas fait pour ça. Alors lorsque le stream de célébration du second anniversaire démarre, on s'attend à une nouvelle collab, on s'attend peut-être à Chucky, peut-être à Slenderman, on s'attend à tout, sauf à ça. Tournament. An official Dead by Daylight tournament? Our first official Dead by Daylight tournament organized by Space Esports. After the stream, I will post every link that you need to sign up. There is one day for every platform, so everyone can participate. Donc so. And there are Elle est française. And also really cool other prizes. Cool. Ça y est, Dead by Daylight fait son entrée officielle dans l'e-sport avec un tournoi ouvert à tous, doté d'un très joli cash prize et organisé par Space Esports, qui sont apparemment un des organisateurs de tournois les plus reconnus des États-Unis. Comment 8000 followers reconnus. Au bout de seulement quelques heures, les inscriptions sont clôturées. Ce qui est assez étrange pour un tournoi censé être ouvert à tous, et la raison, c'est que 174 équipes se sont inscrites, mais qu'il n'y a que 16 places disponibles. Quoi ? Et ce que ça veut dire, c'est premièrement, massif tant pis pour toutes les équipes qui n'ont pas pu s'inscrire dans les premières heures, et deuxièmement, vu qu'aucune phase de qualification n'est prévue, les 16 participants seront... Mais ça aurait été trop bien s'ils fassent un truc de genre qualification, genre un peu comme la Zilan. Ça aurait été trop bien. Choisi à la main par Space Esports. Sur quels critères, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que 158 équipes ont été expulsées de ce tournoi et, en toute honnêteté, oui, c'est très bancal de faire ça, mais non, ça n'a... Bah ouais, c'est mieux de faire tu sais, comme la Zilan, genre tu joues et à la fin de la première journée, bah ça dégage. Parce que comme ça, tout le monde a sa chance. Tu vois, à la Zilan, tout le monde a sa chance. Ouais. Pas tuer la hype du tout. Lorsque le jour du tournoi arrive enfin, les attentes sont toujours très hautes. Et entre nous, peut-être un peu trop. Welcome, 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 everybody. It's awesome. I'll make sure these guys are good. I'm gonna give them the good luck, have funs to both. Yellow, Jeff. Okay, so I believe we're into it. We have all 4. Absolutely. Absolument, il n'y a aucun montage ici. Ah, quoi, ça bug? Well done. Like, I'm happy that everybody loaded in. I didn't want to have to just give a free point to one of these teams. Quoi?
I'm just happy. Oh, we get to see another good game. Waouh. Ok, petit bilan. Le stream se fige régulièrement. Leur connexion semble très instable, la qualité des microphones est abominable, les commentateurs ne semblent vraiment pas professionnels, la personne en charge du mode spectateur n'a aucune foutue idée de ce qu'elle est en train de faire, la scène est absolument immonde avec le chat sur l'écran, les alertes d'abonnement activées et certains survivants ont des noms excessivement racistes qui sont prononcés à voix haute pendant les parties. Ça ressemble à tout sauf à un tournoi officiel du jeu en PvP asymétrique le plus populaire de tous les temps. Et ce n'est que le début du désastre parce que je ne vous ai pas encore parlé des règles. En fait, Dead by Daylight est un jeu parfaitement déséquilibré. Et je vous parle pas uniquement de personnages plus forts que d'autres, hein. Je vous parle d'un jeu dans lequel pour que la puissance de la lampe torche soit enfin réduite, des joueurs ont dû attendre que Mathieu Côté, le créateur du jeu, se rende à une expo en Corée du Sud et l'aveugle en boucle lors d'un stream promotionnel pour lui faire comprendre la situation. On parle de ce genre de déséquilibre, ok? Alors, dans un format de tournoi, il faut créer des règles spéciales. Et dans celui-ci, ouais, spécial, les règles, elles le sont. Aucun objet autorisé. Mais vous avez pas des testeurs, genre sur le jeu, qui voient que la lampe torche, elle est trop cheat? Enfin, je sais pas, quand tu fais un jeu, ces genres de trucs, ça se voit. Aucune offrande autorisée, aucune compétence autorisée, aucun bannissement de survivants ou de tueurs et aucune autre carte que l'entrepôt. Si vous avez jamais joué à DBD, je vais vous le dire très simplement. Ce que ça veut dire, c'est que ce tournoi est joué sur peut-être 3% de ce qui fait toute la stratégie compétitive du jeu. Il y a une seule règle en plus, elle concerne la trappe et je vous en parlerai en temps voulu. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec ces règles-là, littéralement tous les survivants vont se tourner vers Claudette, qui est la seule à avoir un avantage de par sa couleur de peau et ses cosmétiques, et quasi tous les tueurs, eux, vont se tourner vers l'infirmière, qui est un tueur très fort de base et qui fonctionne correctement sans compétences ni offrande. 99% des matchs, c'est 4 Claudettes contre une infirmière sur la même carte en boucle. Et très franchement, le gameplay répétitif n'est vraiment pas la pire chose qui soit arrivée dans ce tournoi, parce que du côté des commentateurs, ils en ont mais absolument rien à foutre. Mais qu'est-ce qu'il faut? Dragon Ball Z, whenever Goku asks you to put his hands up to make. Mais quoi? You don't just put your hands up. Like, come on. Il parle de Dragon Ball. He was about to go off the Valhalla. Juby off the Valhalla. He's looking to power up and stage 3 Super Saiyan. Mais People using the chainsaw dash, not necessarily for trying to, just trying to hit people, but actually just using it for like increased mobility, kind of the way the nurse does. Keithy isn't looking like he's trying to go off to Valhalla here anytime soon. Knife in the air. Currently. Alors, bon, au-delà du fait que faire des blagues absolument pas liées à l'univers de DBD devant des milliers de spectateurs, c'est très irrespectueux, ce qui se passe, c'est qu'à force de les entendre parler de Valhalla, de Super Saiyan, de les entendre décrire le piégeur comme un tueur très rapide alors qu'il a une mobilité tout à fait normale, de les voir très étonnés qu'un joueur utilise la tronçonneuse du montagnard comme un outil de déplacement alors que c'est sa fonction première, il y a un bon nombre de gens qui commencent à se dire que, en fait, ces gars n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils sont en train de commenter, et une petite enquête va se mettre en place. Ils vont retrouver leur profil Steam et se rendre compte que, ouais, en effet, ils ont pas plus de 70 heures de jeu sur DBD. Et attention, 70 heures ça peut paraître assez conséquent, mais sur un jeu comme celui-ci, je vous assure que c'est vraiment pas beaucoup. Attendez, j'ai précisément 530 heures sur le jeu et je suis... Y'a quoi? « 236 succès sur Steam, c'est une vanne. C'est une vanne. Mais le jeu, mais comment il peut y avoir autant... Attendez, laissez-moi aller voir ça. Attendez, laissez-moi aller voir ça, je vous en supplie.
Non. Dead. Il est là, Dead by Daylight. Ouais, voilà la page. I got you. You're gonna be alright. 276 putains de succès dans le jeu. Sur un jeu multi? C'est quoi ça? Échappez-vous avec Oral Rose et seulement 3 compétences uniques dans une partie publique. Ça a pas l'air chaud. Il y a 276 putains de trophées dans ce jeu et dont plus de la moitié qui a moins de 10%. Waouh. C'est quoi? On se réveille. Faire progresser un personnage jusqu'au niveau 10. Mon dieu. I got you. You're gonna be alright. Mon dieu. Puis au plus bas de la chaîne alimentaire, d'accord? Je suis un maxi noob. Et du coup, Ah ouais, c'est qu'on 500 commence à être heures? au milieu de ce tournoi. Ça fait 7 heures que ça dure. La plupart des équipes jettent les matchs juste pour pouvoir aller se coucher. Et les spectateurs commencent à faire entendre leur mécontentement, à demander le remplacement de ces commentateurs, au moins par des personnes qui connaissent un minimum le jeu. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la pire chose possible. Oh non. Ils ont mis le tournoi en pause pour s'embrouiller avec le chat. Oh là 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 là. Oh là 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 là. You guys represent in chat as a community. It's all on you. Like it doesn't really hurt. It's like it doesn't make me feel bad to know that a community is salty or not. It just reflects on you. Honestly, I'm glad to see a lot of these people. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont cons. Thank you for being here. Slam that follow. Hit notifications. So you can come back and come back. Like, you're contributing to the chat. I don't think people understand. Like by typing in negative stuff, keep it coming. Like that is analytics. That is stats. Keep it up. Thank you so much for being here. Slam that follow. Come back tomorrow. Oh là là, les cons. And you can keep telling me how much I suck. Ok, là, vraiment, on est probablement au stade où on se dit que ça ne peut pas être pire que ça, et ça va l'être. Ça va l'être, parce qu'on arrive Ça peut être encore très pire? péniblement, après 12 heures de commentaires désastreux sur des parties identiques, on arrive en finale. Et en finale, on a la chance de voir une assez belle partie, en vérité, avec deux équipes réellement au coude à coude et un tueur qui vient tout juste de faire son 3e kill. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne reste qu'un seul survivant dans la partie et que donc, la trappe est ouverte. Et c'est ici qu'entre en jeu la règle dont je ne vous ai pas encore parlé. Parce qu'à l'époque, si les deux joueurs trouvaient la trappe en même temps, ils étaient mis en situation de hatch standoff. Une impasse dans laquelle la première personne à faire quoi que ce soit perd la partie. Si le tueur décide de frapper le survivant pourra se glisser dans la trappe, et si le survivant décide de se glisser dans la trappe, le tueur pourra le saisir. Alors pour éviter de se retrouver face à deux joueurs qui se regardent dans le blanc des yeux pendant des heures en attendant une déconnexion miraculeuse de l'adversaire, cette règle dit que la première personne à trouver la trappe gagne la partie. Et dans cette finale, il se passe ça. It was a very dangerous situation for the tournament. It very well could have been that. Who found this first? Oh no. That's the question. Oh no. I think he was standing on it, and he hit him. And as soon as he went down, he crawled through the hatch. Le tueur est arrivé en premier, on le voit clairement sur les images, Ouais. il connaît la règle, il sait qu'il a gagné, alors il frappe le survivant, qui se glisse dans la trappe, et Space Esports déclare l'équipe du survivant vainqueur du premier tournoi officiel de Dead by Daylight. Oh les cons. Oh les cons. Oh qu'est-ce qu'ils sont cons putain. Oh là 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 là. Mais ils vont se faire démarrer hein. Ils ont complètement ignoré leurs propres règles. Ça aurait été une catastrophe jusqu'à la dernière seconde.
Évidemment, on n'entendra plus jamais parler de Space Esports et Behavior. Les créateurs du jeu vont se ramasser une colossale tempête de merde sur les réseaux qui va vivement les encourager à déclarer que ce truc-là, l'e-sport, ils ne veulent plus jamais en entendre parler. Et c'est comme ça que tous les espoirs de voir une vraie scène compétitive pour Dead by Daylight ont été envoyés au Valhalla. Et après tout, c'est peut-être mieux comme ça. Peut-être que cette étrange compétition mérite de tomber dans l'oubli. De toute façon, le jeu n'est clairement pas fait pour ça. Sauf que l'espoir est quelque chose de difficile à tuer. L'espoir de gens passionnés qui ont mis des dizaines de milliers d'heures à étudier chaque micropixel d'un jeu vidéo est d'autant plus difficile à tuer. Et lorsque les développeurs échouent, il ne reste qu'un seul acteur possible. Les joueurs eux-mêmes. Il faudrait que les joueurs eux-mêmes reprennent en main les rênes de cette compétition et c'est précisément ce qu'ils vont faire. Bravo la communauté. Encore une fois, toujours la communauté est meilleure que les devs. Dead by Daylight. Ça a pris du temps. Très bon, très bon nom. Des multitudes de dramas internes, mais peu à peu, cet e-sport, entièrement géré par sa propre communauté en totale autosuffisance, il s'est construit. Parce que tout est là, désormais des ligues, des tournois, des équipes, des joueurs déjà légendaires, des rivalités et des moments inoubliables. La stratégie machiavélique d'Odds Darva pendant les quarts de finale du Best of the Best, l'apparition de Stevie, le survivant irrattrapable qui domine la scène 1 contre 1, mais surtout lui. Cette personne c'est Puppers, paix à son âme, un créateur de contenu qui a fait 1001 choses pour cette communauté et qui a malheureusement été diagnostiqué d'une sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot. Une maladie pour laquelle il n'existe aucun remède. Et si je vous en parle, c'est pour vous montrer ceci. L'événement Light in the Fog. La réponse de cette communauté qui va réunir plus de 100 personnalités autour d'un tournoi et récolter 170 000 $ qui ont permis à Puppers l'accès à un traitement par cellules souches pour réduire sa douleur. Mais surtout, un événement qui, dans l'épreuve la plus difficile de sa malheureusement trop courte vie, lui a montré à quel point il est mort ou il est pas mort? Et aimé par la je crois il est pas mort. Si, il est mort. Et aimé. Et s'ils ont pu le faire, c'est parce qu'ils savent le faire, parce qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que d'apprendre à le faire. Pas eu d'autre choix que de prendre en main les rênes de cet e-sport qui n'aurait jamais dû exister. Un e-sport dont personne ne veut à part ses joueurs et que personne ne pouvait gérer à part ses joueurs. Une anomalie qui a vu naître un des tournois les plus scandaleux de tous les temps, mais qui a aussi vu naître ce que je pense être un des plus beaux. Waouh. Franchement, c'était cool. Je m'attendais pas à ça.